Donc oui, cette présentation qui a pour thème donc les facteurs associés au niveau de parasitisme interne chez les porcs dans les élevages alternatifs. Alors, avant de commencer, qu'est-ce qu'un élevage alternatif? Ça doit être là, pardon. Un élevage alternatif, ce qu'on entend par élevage alternatif, c'est tout élevage qui n'élève pas ses cochons sur caillebotis en bâtiment. Donc dans ces élevages, on va retrouver des élevages sur litière, des élevages plein air, des élevages avec des courettes extérieures. Alors, c'est des élevages qui sont largement plébiscités par les consommateurs et les citoyens, mais qui présentent tout de même des points critiques. On pense bien sûr à la biosécurité, avec des conséquences sur la santé, sur le bien-être. Et parmi ces principaux points critiques, il y a le parasitisme, d'où l'objet de cette étude, dont l'objectif était à la fois de décrire le parasitisme présent dans ces élevages alternatifs, mais aussi de définir une typologie de ces élevages en fonction des niveaux d'infection. Cette étude fait partie d'un grand programme qui s'appelle le programme Pigalle, dont l'objectif est de produire des connaissances pour améliorer et concevoir des modes d'élevage alternatifs, économiquement viables, bien évidemment, qui amélioreraient le bien-être des animaux, les niveaux de santé et aussi avec un niveau de sécurité sanitaire accru. Donc, comment s'est passée cette étude? Cette étude s'est réalisée dans 112 élevages, dont vous avez la répartition ici sur la carte. 12 élevages naisseurs ou naisseurs post-sevreurs, 80 élevages naisseurs-engraisseurs et 20 élevages post-sevreurs-engraisseurs. Il fallait que ces élevages aient au minimum 30 truies et une centaine de porcs charcutiers en PS en engraissement. En effet, on avait pas mal de prélèvements à faire et des observations à faire, donc il fallait une taille d'élevage minimum. En outre, il fallait que ces élevages soient au moins depuis 18 mois installés en système alternatif pour qu'on soit certain que les marqueurs biologiques qu'on allait mesurer étaient bien liés à la conduite alternative de l'élevage. Durant ces visites d'élevage, qui duraient entre 3 et 4 heures, on faisait différentes choses, notamment une interview de l'éleveur, où on posait des questions sur les caractéristiques d'élevage, sur les pratiques d'élevage, sur la biosécurité. On faisait un certain nombre d'observations sur les animaux, sur les installations, notamment en termes de biosécurité. Enfin, on faisait des prélèvements et dans les élevages naisseurs-engraisseurs, on prélevait 30 animaux. Chez les post-engraisseurs et chez les naisseurs, bien sûr, on prélevait un peu moins d'animaux. Donc 10 truies, 10 porcelets de 10-12 semaines d'âge et 10 porcs à 22 semaines d'âge. Et sur ces animaux, on prélevait du sang et des déjections. Sur les déjections, on faisait des analyses coprologiques. Et donc là, je vais vous présenter les résultats déjà à brut de ces analyses coprologiques. Le premier renseignement, c'est que en effet, le parasitisme est très présent dans ces élevages alternatifs, puisque dans les 112 élevages, il n'y en a eu que 6 qui n'ont présenté aucun œuf ou aucun nookyste de parasites. Toujours parmi ces 112 élevages, 84% présentaient des zookystes de coccidie. À noter que ce sont surtout des zookystes d'Emeria. On n'a pas, a priori, parce qu'on n'a pas été jusqu'à la sporulation, mais d'un point de vue morphologique, on n'a pas trouvé de cystoisospora, sûrement en lien avec l'âge des animaux prélevés. Mais 84% des élevages présentaient des zookystes d'Emeria. Un peu plus d'un élevage sur deux présentait des œufs de strongle. Alors ça, c'était pas un scoop, on s'y attendait, c'est ce que nous disait la bibliographie. Une information intéressante concerne les tricures. Un élevage sur 3 présentait des œufs de tricure. Donc ça, c'est une information assez importante puisque les œufs de tricure, on en trouve très peu dans les élevages conventionnels. Là, un élevage sur 3 avec des œufs de tricure. Enfin, concernant les ascaris, on pensait en trouver un peu plus. Seuls 16% des élevages présentaient des œufs d'ascaris. La bibliographie nous disait qu'on aurait dû en trouver un peu plus. Malgré tout, l'ascaris, on l'a aussi recherché dans le sang des animaux, enfin du moins on n'a pas cherché Ascaris, mais les anticorps dirigés contre Ascarisum. Et là les résultats sont tout autres, puisqu'on a trouvé au moins une sérologie positive, on a fait des sérologies sur les porcs en fin d'engraissement, au moins une sérologie positive dans 9 élevages sur 10, 8 élevages sur 10, avec au moins 2 sérologies positives vis-à-vis d'Ascarisum. On a aussi fait des recherches sérologiques vis-à-vis de Toxoplasma gondii. Non pas que Toxoplasma gondii ait une grande importance en termes de santé sur les animaux. Là, c'était plutôt des recherches en termes de santé publique. Et comme vous pouvez le voir sur la diapositive ici, plus d'un élevage sur 2 présentait au moins un animal séropositif. On avait prélevé des truies et des porcs charcutiers. Et ce sont surtout les truies qui sont séropositives vis-à-vis de Toxoplasma gondii. Et vous voyez à peu près dans les élevages un quart des truies séropositives pour moins de 10% de porcs charcutiers séropositifs. Si on compare ça à la bibliographie, c'est à peu près le double de ce que l'on trouve dans les élevages conventionnels d'après les dernières études. Ensuite, on a essayé de voir s'il y avait des relations
entre les parasites qu'on avait trouvés. Pour cela, on a fait des analyses multivariées, des analyses en composantes principales sur 3 populations. Tout d'abord, les élevages dans lesquels il y avait des reproducteurs, des élevages dans lesquels il y avait des porcs sevrés en croissance, et des élevages naisseurs-engraisseurs. Et qu'est-ce que nous apprennent ces analyses? Premièrement, c'est qu'Ascarisum, a priori, se comporte différemment de tous les autres. Les variables liées à Ascarisum sont totalement indépendantes des autres variables. Autre information intéressante, c'est qu'on n'a trouvé aucune relation entre les taux d'infestation par trichurie suisse ou Ascarisum sur les truies et les porcelets de 10-12 semaines d'âge. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'a priori, la transmission mère-porcelet n'est pas un élément fondamental dans la dynamique d'infection. Et que gérer juste le parasitisme détruit dans les élevages alternatifs n'est pas quelque chose de suffisant. Il faut aussi gérer la descendance. Alors qu'en élevage conventionnel, les choses sont peut-être un peu différentes. Enfin, dernière information intéressante, on a vu qu'il y avait beaucoup de relations entre les variables liées au coccidie et à Toxoplasma gondii, ce qui semble montrer qu'il y a peut-être des facteurs favorisants communs aux protozoaires dans les élevages. Ensuite, on a essayé de voir, en fonction de cette typographie, de ces associations, s'il n'y avait pas des types d'élevage plutôt fortement parasités et d'autres faiblement parasités. Donc, on a essayé de clusteriser les élevages. On n'a pas réussi à le faire chez les naisseurs, chez les poissons-engraisseurs, on a réussi à le faire que chez les naisseurs-engraisseurs. Donc, pour la suite de cette intervention, je m'intéresse simplement à la population des 80 naisseurs-engraisseurs. Et donc, on a pu classer ces 80 naisseurs-engraisseurs en élevage fortement parasité et d'autres faiblement parasités, tout parasite confondu, mais on l'a aussi fait parasite par parasite, ascaristes, trichurie suisse, coccidie, etc. Donc vous voyez, ici, là c'est la clusterisation des élevages fortement et faiblement infestés, tout parasite confondu. Pourquoi on a fait ça? Derrière, ça nous permet de voir s'il n'y a pas des typologies d'élevage fortement parasités ou faiblement parasités. Pour voir s'il y avait une typologie, enfin cette typologie, on a fait des analyses multivariées, des analyses en correspondance multiple. Donc des analyses en correspondance multiple chez les naisseurs-engraisseurs. Et qu'est-ce que nous apprennent ces analyses? Première chose, que l'hygiène et la désinfection sont intimement liées au niveau de parasitisme dans nos élevages. En clair, si vous voulez avoir peu de parasites, il faut une bonne hygiène et une bonne décontamination des bâtiments. C'est peut-être une lapalissade, mais le modèle le montre. Ensuite, on a montré que le système plein air était aussi associé à des niveaux de parasitisme importants, sûrement en lien avec les problèmes de décontamination du sol en plein air. On a montré que les élevages sur litière étaient plutôt plus exposés au parasitisme, là sans doute du fait que les cochons sont plus souvent en contact avec les déjections des contemporains qui pourraient être parasités. On a montré qu'il y avait un lien entre l'entretien du bâtiment et des abords avec les niveaux de Toxoplasma gondii notamment. Dans les élevages qui sont mal entretenus, on avait des niveaux de séroprévalence plus élevés vis-à-vis de Toxoplasma gondii, sûrement en lien avec la gestion des nuisibles qui est beaucoup plus compliquée dans ces élevages. Un lien avec la taille d'élevage. Alors attention avec la taille d'élevage. La taille d'élevage peut être un descriptif de tout un tas d'autres paramètres. Par exemple, l'absence de dératisation était systématiquement trouvée dans des petits élevages dans notre étude. Donc la taille d'élevage englobe beaucoup de choses, mais ce qu'on a montré dans notre étude, c'est que dans les petits élevages, on trouvait plutôt des protozoaires, et dans les gros élevages, plutôt Ascarisum. Enfin, on a aussi montré que la saison avait un impact. Les élevages qu'on avait visités, alors cette étude a été faite sur 2 ans. Il y a eu des visites en hiver, en été, au printemps, et on trouvait plus de parasites dans les élevages qu'on visitait en été. Dernière information intéressante concerne les traitements anthelmintiques. Alors, autre palissade, quand on traite plus, il y a moins de trichurie suisse. Ah, chouette. D'accord, ça on l'a bien montré. Plus il y avait de traitement, moins il y avait de trichurie suisse. Par contre, à l'inverse, plus il y avait de traitement, plus on avait d'animaux séropositifs vis-à-vis d'Ascarisum. Les hypothèses, peut-être des échecs au traitement, ce n'est pas l'hypothèse qu'on retient le plus, mais c'en est une. L'autre hypothèse, c'est de se dire, dans les élevages où on a déjà fait un diagnostic d'Ascarisum, on a plus de traitements en place. Ici, on recherche surtout des anticorps. Les anticorps, ça ne veut pas dire présence d'Ascaris. Donc, voilà, le traitement n'est pas suffisant pour assainir l'élevage vis-à-vis d'Ascarisum. Donc, voilà, ça ne veut pas dire que le traitement est inefficace, mais ce n'est pas suffisant. Voilà, je vais conclure cette présentation, puisque tu m'as dit que c'était le temps. Et avant de conclure, donc, je voudrais remercier
tous les éleveurs qui nous ont accueillis, toutes les structures qui nous ont aidés à trouver les éleveurs, et bien sûr toute l'équipe de l'ANSES de Ploufragan, hein, notamment l'équipe Épissable, et toutes les personnes de l'école Veto d'Alfort qui nous ont aidés dans cette recherche, sans oublier évidemment les financeurs dont les logos figurent en bas de la diapositive. Je vous remercie.